Ça y est, je vois que tout le monde se connecte. Alors, nous sommes ravis de vous retrouver en ce lundi matin pour un webinaire de sensibilisation aux risques grandissants des feux de forêt et de végétation. Si les feux de forêt ne sont pas nouveaux, leur fréquence et leur intensité sont largement aggravées par le changement climatique. Afin de comprendre ce phénomène, j'ai le plaisir d'accueillir Anthony Collin, professeur des universités chez Université de Lorraine. Anthony fait partie du LEMTA, le laboratoire énergie et mécanique théorique et appliquée. Le LEMTA œuvre depuis plus de 20 ans sur les thématiques des feux de forêt. À mes côtés également, Ida Bertel, chef de produit au sein du département conseil et formation de CNPP. Ida est en charge du cycle technique INSI et des formations RCCI. Et enfin, Nicolas Trévisan, un habitué de nos webinaires, ingénieur sécurité incendie au sein du laboratoire du feu et de l'environnement. Alors, pour ma part, je suis présente en back-office. Je vous invite à nous faire parvenir vos questions en utilisant l'onglet questions et réponses présent sur la partie droite de l'interface. Nous réserverons quelques minutes en fin de webinaire pour pouvoir répondre à vos interrogations. Je laisse donc la parole à Ida Bertel pour la présentation du programme de ce webinaire. Bonjour à tous. Alors, pour ce webinaire sur les feux de forêt, on va commencer par faire un lien entre le réchauffement climatique et l'augmentation de la fréquence et de la gravité de ce phénomène de feux de végétation et feux de forêt. Ensuite, on vous fera une présentation un petit peu plus générale sur les feux de forêt et feux de végétation en France et en Europe. Et on viendra vous parler des impacts qui sont du coup grandissants, donc des impacts sur l'activité de manière générale, qui sont grandissantes dues à ces phénomènes-là. Donc, effectivement, pour commencer, on va parler du climat et du réchauffement climatique. Et pour éviter tout amalgame, je vais commencer par vous refaire un point sur les deux termes qu'on a souvent tendance à confondre, la météo et le climat. Alors, ce sont deux éléments qui vont faire référence au même phénomène, donc la température, la pression atmosphérique, la pluviométrie ou la vitesse du vent. On va pouvoir identifier voilà, quel temps il va faire, entre guillemets, c'est le terme qu'on entend régulièrement. La grosse distinction qu'il va y avoir entre ces deux termes-là, ça va être sur l'échelle de temps. Si je prends des exemples, la météo, ça va être une échelle de temps qui est en général calibrée sur 24 heures et qui peut être faite sur, en général, une petite semaine. Donc, quelle météo il va faire demain pour les différentes activités, qu'elles soient industrielles, agricoles ou touristiques. Voilà, est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il va faire beau, est-ce qu'il va faire chaud, etc. Et on peut s'étendre sur à peu près la semaine. Alors que quand on parle du climat, on va s'intéresser au même phénomène, mais ça va être sur une période de temps qui est beaucoup plus longue, sur une convention à peu près de 30 ans et qui peut monter jusqu'à une décennie. Donc quand on va parler d'une modification de 5 degrés dans la météo, donc par exemple dans la journée, on va avoir une modification de 5 degrés, ça ne va pas avoir d'impact à long terme sur la végétation ou sur la faune. Alors qu'une modification de 5 degrés sur le climat, donc sur une période de temps de 30 ans, va avoir un impact très important sur les écosystèmes. Quand on parle de projection ou de prévision, donc on parle de prévision météo ou de projection climatique ou de prévision climatique, encore une fois, on va prévoir un peu le temps qu'il va faire. Pour la météo, par exemple, encore une fois, on va parler du temps qu'il va faire demain, il va faire beau, il va faire chaud, il va faire tant de degrés le matin, l'après-midi, dans le nord de la France, dans le sud de la France, etc. Quand on parle de la projection climatique, donc on fait une projection sur une période de temps qui est beaucoup plus longue. Là, en l'occurrence, vous avez un exemple sur des périodes de temps de 20 ans. Et l'idée de la projection climatique, c'est de donner une moyenne, donc qui va se lisser sur cette période de temps relativement longue, une moyenne de temps, enfin une moyenne de température, pardon. Et ça ne veut pas dire que si on a une moyenne qui est plutôt à la hausse, donc avec le réchauffement climatique, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de record de froid. Par exemple, on va avoir un ratio de 1 record de froid pour 10 records de chaud. Là, ce qu'on peut observer sur le graphique, c'est qu'on va avoir, sur la période de temps qui est passée, 2000-2020, une projection climatique qui est
assez fiable, donc qui regroupe un petit peu les températures qu'on a pu avoir réellement, ce qui montre bien que les scientifiques qui utilisent des modèles numériques basés sur le recueil de températures passées arrivent à prévoir le temps qu'il va le faire sur les prochaines décennies. Donc encore une fois, c'est une moyenne, hein. Cette moyenne est de plus en plus exacte puisque les connaissances scientifiques et l'évolution des modèles numériques est de plus en plus performante. Alors, ce réchauffement climatique va engendrer, entre autres, un phénomène qui est le phénomène de sécheresse. La sécheresse, qu'est-ce que c'est? Si je vous donne une définition, la sécheresse, c'est un épisode de manque d'eau qui va être plus ou moins long, mais suffisamment long pour que le sol et la flore soient affectés. Ce phénomène peut être cyclique ou exceptionnel, et ça va entraîner des conséquences qui vont être assez variées, qu'on va voir dans un second temps, mais si je vous donne des exemples, ça peut apporter des assèchements des cours d'eau, une déstabilisation des milieux naturels, des impacts sur l'approvisionnement en eau potable, et bien sûr une augmentation du risque d'incendie. On va voir après pourquoi on va voir cette augmentation du risque d'incendie. Alors cette sécheresse, elle va se faire en 3 étapes. Là, vous avez les 3 étapes sur la diapositive. La première étape, elle va s'appeler la sécheresse météorologique. Donc là, c'est un déficit anormal des précipitations. Et si ce phénomène persiste, on va avoir une sécheresse qu'on appellera agronomique. Donc là, c'est plutôt le stock d'eau qui est disponible dans les premières couches du sol, qui est prévu pour l'alimentation en eau des végétaux, hein, qui va du coup alimenter le taux hydrique et hydrologique des végétaux. Et donc, au fur et à mesure, ce taux d'humidité diminue, et après on va arriver dans une sécheresse qui est hydrologique. Donc là, c'est un abaissement du niveau des nappes et des cours d'eau, nappes phréatiques et cours d'eau. Alors ces dernières décennies, la sécheresse, elle a progressé dans la région méditerranéenne. On considère qu'aujourd'hui en France, on est à 15% en Méditerranée, et d'ici la fin du siècle, on estime qu'on sera aux alentours des 50% sur un climat méditerranéen, sur le territoire français. Vous observez sur la flèche, donc là, ce sont du coup des informations qui sont issues de modèles numériques de projection climatique sur l'évolution de la sécheresse en France sur les prochaines décennies. Donc on observe que plus on augmente, plus on se rapproche des années 2080, plus la sécheresse sera importante jusqu'à potentiellement une sécheresse au niveau des sols, au niveau des réserves d'eau dans les sols, qui sera très importante, et ça en toute saison. Donc vraiment une modification du climat en profondeur. Alors cette sécheresse, elle va être due à un certain nombre de paramètres, hein. Elle est due entre autres aux saisons passées, au climat justement. Elle est due également au sol, aux végétaux, et elle va être due à l'activité humaine, notamment au niveau des stockages des eaux. Et cette sécheresse, elle est également un cercle vicieux puisque la sécheresse va avoir un impact sur la qualité des végétaux, donc sur le taux hydrique des végétaux, qui vont être de moins en moins en bonne santé, qui vont du coup mourir prématurément, avoir du mal à renaître. Donc on va avoir une absorption du carbone qui va être de moins en moins importante par ces végétaux, donc une augmentation du CO2 dans l'atmosphère, ce qui va engendrer une augmentation de la température, et du coup ce qui va engendrer une augmentation de cette sécheresse. Et cette sécheresse, au-delà d'apporter un assèchement des végétaux, voire une mortalité des végétaux, et donc un risque feu de forêt qui va être de plus en plus important, elle va apporter d'autres conséquences comme des risques d'inondation dus à l'érosion des sols et donc une mauvaise absorption de l'eau, ou un impact sur l'eau potable ou sur l'alimentation, ce qui peut engendrer par exemple des migrations ou des conflits humains. Donc, si je reviens sur le sujet qui nous intéresse par rapport aux feux de forêt, la sécheresse due au réchauffement climatique apporte une mortalité très importante sur la végétation, ce qui engendre un
un risque grandissant des feux de végétation et des feux de forêt dû à une diminution du taux hydrique dans ces végétaux, donc une augmentation du risque d'inflammation de ces végétaux, donc un risque plus important et une violence plus importante de ce phénomène. Par rapport à ce risque-là, il existe aujourd'hui, alors qui a été rendu public en juin 2023, parce que c'est un outil qui est utilisé depuis plus longtemps, l'IFM, donc ce qu'on appelle l'indice feu météorologique, qui est que vous avez pu voir à la télévision. Donc là, on a un exemple en bas à droite sur la diapositive, qui nous donne un indice de danger météorologique quotidien du risque feu de forêt. Cet indice-là, il est basé sur une méthode qui est canadienne, qui récolte un certain nombre de données, donc par exemple la température, l'humidité de l'air, la vitesse du vent, le cumul des précipitations. Et cet ensemble de données récoltées vont alimenter des modèles numériques qui vont être en capacité de simuler donc l'état hydrique de la végétation et d'en déduire un danger météorologique quotidien. Alors bien sûr, toutes ces informations-là sont récoltées par un certain nombre de stations météorologiques et que c'est adapté sur la métropole en fonction de la végétation et du relief et des différents éléments. Ce qui est intéressant de noter, c'est que du coup, cet indice feu météo nous informe que le risque feu de forêt remonte vers le nord de la France. Et c'est basé sur une notion de jour. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend aujourd'hui ou demain, on va avoir un risque météo qui est présent de manière plus importante demain en fonction des différents paramètres qu'on a pu citer tout à l'heure. Si on regarde cette notion de risque feu sur une échelle un peu plus importante, sur l'échelle de l'Europe, là, on a une carte qui nous donne une information sur deux schémas possibles. Sur la carte de gauche, vous avez le climat qu'on a actuellement en Europe, donc qu'on a pu identifier entre les années 1981 et 2010, qui nous donne le nombre de jours avec un risque feu de forêt qui est grandissant en fonction de la couleur rouge-bordeaux. Hein. Plus on est sur le rouge-bordeaux, plus le risque feu de forêt est important. Donc, si on est sur du rouge-bordeaux, on est sur un nombre de jours avec un risque feu de forêt qui dépasse les 40 jours. Sur les deux autres cartes, donc la carte du milieu et la carte de droite, ça va être un risque qui viendra se superposer au climat actuel en fonction de deux scénarios. Le premier scénario, donc sur la carte du milieu, c'est dans le cas où on aurait un réchauffement climatique qui se ferait à 2 degrés. Donc on s'arrête à 2 degrés de réchauffement climatique. On aurait une augmentation du réchauffement climatique et donc une augmentation du risque de sécheresse et donc une augmentation du risque de feu de forêt qui viendrait se superposer sur le risque actuel. Si ce réchauffement climatique est encore plus important que 2 degrés, on aurait donc la carte de droite qui viendrait malheureusement se superposer sur la carte de gauche. Je vais laisser la parole à mon collègue Anthony pour vous expliquer plus en détail les feux de forêt. Merci Ida. Bonjour à toutes et à tous. Donc, avant de vous donner un petit peu les clés sur les quelques chiffres ou quelques éléments sur les feux de végétation, il faut bien sûr revenir en fait à sa définition. Entre guillemets, qu'est-ce qu'un feu de forêt ou qu'est-ce qu'un feu de végétation? Alors, pour être très clair déjà, ces incendies, donc c'est-à-dire un feu qui n'est pas contrôlé ni dans le temps ni dans l'espace, il doit se développer en surface. Ça met de côté finalement tout ce qu'on peut appeler les feux zombies ou les feux souterrains. Et ensuite, la végétation qui est impactée, c'est soit de la forêt, soit du maquis, soit de la garrigue ou des landes. Alors quand on parle de landes, c'est aussi tout ce qui est herbacé de très petite dimension, mais au moins d'une superficie d'au moins 1 hectare et d'un seul tenant. Et donc ça va nous permettre finalement de mieux comprendre ce que l'on va retrouver finalement dans les bases de données qui sont disponibles en libre accès à l'heure actuelle. Donc sur les feux de végétation de manière large, on va retrouver 3 sous-catégories. Les premiers qui sont les feux de sol. Donc c'est tout ce qui est attrait en fait à la surface herbacée ou les feux de culture ou de récolte. Là, on est sur des dynamiques qui sont de l'ordre, alors je parle de l'ordre, on n'est pas sur l'échelle de la dizaine, hein, mais on est de l'ordre du centimètre par seconde en termes de progression.
Ensuite, pardon, excusez-moi, ces feux de sol sont en général le lieu de l'allumage en fait des feux de végétation, parce que la végétation est relativement facile à allumer, d'une inflammabilité assez élevée. Et ensuite, ces feux de sol vont peut-être pouvoir se propager à des feux de surface, donc c'est-à-dire à des ligneux bas, donc tout ce qui va être un petit peu garrigue, maquis. Et là, compte tenu de la charge qui a augmenté, c'est-à-dire les kilogrammes au mètre carré, on va être sur des dynamiques qui vont être un peu plus importantes, de l'ordre de 10 cm finalement par seconde. Et quand malheureusement ces incendies vont attraper la couronne des arbres, on va passer sur des feux de cime, où là donc clairement ce sont des feux les plus spectaculaires qu'on puisse voir. On ne peut pas approcher à plusieurs dizaines de mètres finalement de ces incendies-là. Eh bien, on est sur des dynamiques de propagation qui peuvent atteindre l'ordre du mètre par seconde. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, on est aux alentours de 3 à 4 km par heure. Donc, dans les médias, en fait, on parle de plus en plus maintenant de méga-feux. Et finalement, c'est un petit peu l'étape supplémentaire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ce que je vous ai présenté, ce sont des feux qui se développent à l'échelle locale, qui vont peut-être avoir une surface, un contour de feu assez conséquent. Mais ensuite, la nouvelle dynamique qu'on retrouve, c'est que ces incendies, du fait de leur puissance, eh bien, interagissent en fait avec le système météo qui vous a été présenté juste avant. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, dans le panache de fumée, compte tenu des végétaux qu'on est en train de brûler et de l'importance de l'intensité de ce feu-là, on peut créer des cendres dans ce panache, de la fumée et de la vapeur d'eau. Donc des choses qui sont très chargées en particules et de très haute température. À côté de ça, on peut avoir aussi une atmosphère qui est instable et ou un feu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est assez vaste en termes de surface et assez intense. Et donc là, le feu va développer dans son panache son propre nuage, donc qui va s'appeler un pyrocumulonimbus. Et dans ces nuages, en fait, vont être créés finalement des cristaux par refroidissement finalement de la couche de fumée, qui vont frotter les uns contre les autres et créer finalement un nuage avec une intensité électrique assez importante. Qu'est-ce que ça va avoir pour incidence? Eh bien simplement une action sur l'aérolique, c'est-à-dire un phénomène d'aspiration locale au niveau de l'incendie qui va être décuplé. Et un peu plus loin, en amont de l'incendie, eh bien, vous allez avoir des zones, par exemple, de fortes précipitations, de forts vents, mais aussi, dans certains cas, des orages. Et donc, on va pouvoir appeler ça, en fait, une tornade de feu, parce qu'en fait, avant que le feu de végétation arrive, il y a un orage avec des possibles déclenchements par l'action de la foudre au sol qui peut avoir lieu. Donc, l'exemple le plus important, c'est tout ce qui se passe au Canada à l'heure actuelle, où les panaches de fumée, les nuages vont pouvoir être véhiculés sur des centaines de kilomètres et localement produire ce genre d'inflammation. Alors, comment se propage en fait un incendie? Eh bien, on va avoir deux modes principaux de propagation qui vont être soit par le transfert de chaleur, soit par le transfert de matière. Alors, transfert de chaleur, ça se passe comment? C'est simplement que quand vous avez le front de flamme, et bien simplement par contact direct, donc c'est vraiment le plus simple, par contact direct de la flamme avec des végétaux vierges, et bien le feu va pouvoir prendre attache et pouvoir se développer sur des végétaux qui n'étaient pas jusqu'alors impliqués. Mais quand vous avez un feu de très forte intensité, par des actions associées en fait au rayonnement thermique, donc c'est-à-dire en fait comme si vous étiez devant votre four, vous ouvrez la porte et vous avez tout de suite une sensation de chaleur, ou devant votre barbecue, c'est exactement la même chose, et bien c'est du rayonnement qui a lieu. Et donc ces actions à distance peuvent provoquer une auto-inflammation finalement de vos végétaux et donc faire une propagation de proche en proche de votre foyer. L'autre mode d'action, c'est la propagation par transport de matière, c'est-à-dire que des petites particules de végétation sont arrachées du foyer, transportées dans le panache de fumée et sont projetées en amont finalement du front de flamme. Et donc localement pouvoir créer toutes les conditions d'inflammation et de départ de nouveaux fronts de flamme. Et donc ce système-là, en fait, peut permettre de créer des foyers secondaires qui peuvent se trouver à des centaines, voire des kilomètres du front de flamme primaire. Donc du coup, les cibles privilégiées pour l'incendie, bien sûr, c'est la végétation vierge qui n'a pas encore brûlé. Mais pour ce qui nous intéresse, en fait, aussi, ça peut être des structures bâtimentaires qui vont se retrouver, en fait, impactées par ces incendies. Alors, quelles sont les bases de données auxquelles on a affaire? Alors, jusque encore très récemment, en fait, il y avait en fait différentes bases de données qui pouvaient finalement recueillir des informations
en fonction de la zone géographique que vous vous trouvez en fait en France. Par exemple, la plus ancienne, c'est la base de données Prométhée, qui était presque exclusivement en fait dédiée à la région sud-est et qui était fournie par les différents services d'incendie et de secours, par l'ONF et la DTTM. Donc cette base de données en fait était enrichie depuis 1973. Ensuite, dans le sud-ouest, comme les massifs forestiers sont quand même une source de revenus et d'activités, on va dire, professionnelles, les gens s'étaient organisés en groupes d'intérêt et il existait depuis 1992 une base de données sur les feux qui pouvaient avoir lieu dans ces zones géographiques-là. Et puis pour le reste de la France, c'était essentiellement en fait fourni par l'IGN qui centralisait tout depuis 1992. Et là, très récemment, depuis finalement, on va dire les feux de 2022, il y a une seule et unique base qui existe en fait, donc qui est gérée par le ministère de l'Agriculture. Mais ce que vous pouvez voir en fait sur la carte qui est à droite, c'est du coup des données qui sont disponibles à des dates, depuis des dates, on va dire, très différentes sur le territoire. Donc ce que vous avez au niveau de la carte, c'est l'année d'apparition de cette base de données en fonction du département dans lequel vous êtes. Donc clairement, le sud-est, c'est là où on a un plus grand historique pour cette base de données-là. Et puis plus vous montez vers le nord, et plus finalement cette problématique est récente. Et donc du coup, les bases de données sont relativement récentes. Vous avez d'ailleurs en référence les sites internet où vous pouvez retrouver ces bases de données. Ensuite, à l'échelle européenne, avec le projet Copernic, en fait, il existe une base de données à l'échelle européenne qui existe depuis 98, les années 2000. Mais le petit point d'interrogation que je vous ai mis entre les deux, c'est que des fois, c'est le manque de redondance en fait, de la donnée entre ces deux bases de données-là, puisque vous pouvez retrouver des grands écarts. Par exemple, si vous regardez les feux de 2022, il y a quand même presque 10 000 hectares d'écart entre ces deux bases de données. Et tout ça, ça revient simplement à cause de la définition des feux qui sont enregistrés, qui ne sont pas forcément exactement basés sur la même définition. C'est surtout le terme de surface minimale qui va différer. Donc, à quoi servent les bases de données? Simplement à comprendre le risque et de voir en fait son évolution durant le temps. Donc là, vous avez deux cartes de France qui vous sont proposées par un découpage par département, avec le nombre d'éparts d'incendie par an pour la carte qui est à gauche, et la surface moyenne brûlée en fait par an pour celle qui est à droite. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que bien sûr, c'est lié à des zones d'assez forte concentration au niveau population, puisque grosso modo, entre 8 et 9 incendies de feux de végétation sont provoqués par la présence humaine. Et donc, du coup, en fait, on a sur l'hexagone, en fait, une forte activité de ces départs de feu dans la partie sud de la France. Mais quand vous regardez, en fait, les surfaces moyennes brûlées, on voit que ce risque, en fait, se développe sur la partie nord et se développe avec des sillons bien caractéristiques qui sont, pour une bonne part, en fait, liés, en fait, à l'activité agricole. Qui fait que quand un petit feu, entre guillemets, se développe dans un feu de chaume ou sur un feu de récolte sur pied, eh bien, en fait, ça peut prendre des disproportions assez importantes et donc, du coup, développer des grandes surfaces qui vont être brûlées à la fin. Donc, du coup, ça peut vous montrer, en fait, que même si on n'a pas forcément beaucoup de départs de feu dans des départements qui se situent, en fait, au nord de la France, eh bien, leurs effets peuvent être assez importants en termes d'étendue d'incendie. Alors, quelques éléments. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 1973 et 89, donc dans la zone sud de la France, en fait, on était aux alentours de 32 000 hectares de feux qui ont brûlé par an. Et on voit une nette diminution au cours des années, au cours des décennies, tout simplement parce que c'est un changement de doctrine opérationnelle pour les pompiers qui, à partir des années 90, ont reçu finalement du matériel vraiment spécifique pour lutter contre ce genre de risque, mais aussi en fait une doctrine opérationnelle qui a dit que tous les feux devaient être attaqués à partir des années 90. Et donc, tous les feux naissants sont attaqués de manière systématique et on a eu une diminution finalement de ce risque pour arriver jusqu'aux dernières années à une moyenne de l'ordre de 7000 hectares par an. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, la superficie de la ville de Paris, c'est à peu près 10 000 hectares. Et si on cumule ça en fait sur les 30 dernières années, eh bien en Corse, on a quasiment brûlé pratiquement 20% du territoire sur 30 ans, ce qui est immense. Et en fait, si on prend d'autres indicateurs pour des régions du sud de la France, la région PACA,
de manière globalisée, elle a brûlé finalement 5% de son territoire en fait sur 30 ans. Et pour le Languedoc-Roussillon et la région Rhône-Alpes, ça représente en fait 1%, qui représente quand même des étendues très très importantes. Alors, ces bases de données, bien sûr, on comprend l'évolution dans le temps et autres, mais aussi ça peut nous permettre de comprendre finalement l'évolution de la dangerosité de ce phénomène-là. Alors, on va dissocier finalement de tous ces feux, les grands incendies qui ont des surfaces supérieures à 100 hectares. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous prenez ces bases de données en France en 30 ans, vous avez à peu près 70 000 départs de feu. Les grands feux, donc supérieurs à 100 hectares, ils sont au nombre à peu près, enfin, ils représentent 1% de cette base de données-là, mais ils sont responsables de 73% de la surface totale brûlée. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que ces feux-là, ce sont vraiment des incendies. Et un incendie, ça se caractérise par un phénomène qui est non maîtrisé dans le temps et dans l'espace. Et donc, du coup, ça va se développer sur des zones géographiques assez étendues. Et donc, les exemples les plus récents qu'on peut encore avoir en tête quand on est dans ce milieu-là, eh bien, en Corse, par exemple, en 2009, 3000 hectares ont brûlé d'un seul tenant. Le feu de Rognac, qui a duré assez longtemps, en 2016, en fait, voilà, on avait 2000 hectares de végétation qui ont brûlé. Et en 2021, j'ai envie de dire, la star, c'était le feu de Gonfaron, qui a brûlé, en fait, 8000 hectares de végétation. Donc ça, voilà, on pourrait dire, il y a un développement de l'activité et des surfaces qui sont impactées, qui est linéaire un peu dans le temps. Malheureusement, il y a eu l'année 2022, où on a connu, en fait, le feu de Landiras, le premier, 22 000 hectares. Donc on a multiplié par 3 déjà les surfaces qui ont brûlé, en fait, chaque année. La Teste de Bûche, donc, qui était en fait un feu qui était juste à côté, 7000 hectares. Et en Bretagne, donc bien plus au nord, en fait, le Mont d'Arrée, qui a été impacté sur 2000 hectares. Donc vous voyez que l'année 2022 a été vraiment très très riche. Alors finalement, l'année 2022, est-ce que c'est vraiment un record? Eh bien, sur l'année-là, en fait, si on prend les dernières bases de données, il a été brûlé 74 000 hectares en fait en France. Donc c'est grosso modo 7 fois la valeur moyenne annuelle au cours des 2 dernières décennies. Ça représente en fait à peu près 900 000 tonnes de carbone qui ont été libérées dans l'atmosphère. Et donc, je vous ai mis là le petit encadré, ça fait 733 A380 qui font l'aller-retour entre Paris et New York. En termes de pollution, c'est quelque chose qui est assez considérable, rien que pour notre pays. Et l'incendie le plus important, eh bien, ça a été en 2022, effectivement, c'était le feu de Landiras, c'est le feu le plus important depuis la création de la base de données, c'est-à-dire 1973. Au niveau européen, comment ça s'est passé? Eh bien, on a à peu près plus de 10 fois cette surface-là qui a brûlé au cours de l'année 2022, donc avec une augmentation de 86% de 2021. Donc globalement, même tendance en France, avec en fait le pays le plus impacté, l'Espagne. Ensuite vient la Roumanie. On s'en rend pas compte, mais en fait, effectivement, la Roumanie est assez impactée simplement parce qu'elle a des massifs forestiers assez étendus. Et en troisième position vient le Portugal, qui totalise à peu près 110 000 hectares, mais pour un pays de taille, on va dire, ça représente quand même une grande contribution. Ce qu'il faut regarder en tête, c'est pas si dramatique que ça, on va dire, l'année 2022, parce que le feu le plus important restera dans toutes les mémoires, en fait, le feu du Cesta, en Gironde, en 1949, où d'un seul tenant a brûlé 55 000 hectares. Donc, voilà. Mais par contre, il n'est pas documenté, puisque les bases de données n'existaient pas. Et ce feu-là, malheureusement, du fait des gens qui ont dû le combattre avec des moyens qui étaient ceux qu'ils étaient en fait dans les années 50, eh ben, a occasionné 82 morts. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le 1er janvier 2023, actuellement, on est à 22 000 hectares qui ont déjà brûlé. Donc ça, c'est issu des données de la base finalement européenne. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Nicolas Trévisan pour vous présenter en fait la partie impact de ces incendies. Alors, l'idée, c'est pas du tout de faire une liste exhaustive, puisqu'on va voir, les impacts sont très importants et surtout très complexes, avec notamment des rétroactions et des interactions réciproques sur les différents effets. Pour essayer d'évaluer les impacts possibles, on les a divisés en 3 catégories. Une partie humaine, donc l'impact direct sur l'humain, une partie environnementale et une partie économique. Mais on verra qu'en fait, il y a des liens très, très importants et un impact environnemental peut avoir des conséquences aussi sur l'humain et sur l'économie. Donc, en commençant par le côté humain, les premières choses auxquelles on peut penser, ça va être les victimes directes des feux, donc les morts, comme évoqué Anthony pour les derniers feux en 49, et les blessés. En France, pour l'instant, sur les dernières années, on n'est pas
trop impacté, même si on a eu deux pompiers morts sur les dernières années. Mais dans le monde, on peut avoir des feux avec des conséquences importantes. En Australie, en 2019, il y a eu 34 morts directes par le sinistre, plus les personnes intoxiquées, et ce qui a monté à près de 450 morts juste par l'intoxication avec les fumées. Donc ça, c'est les conséquences directes les plus importantes. Aux États-Unis en 2018, pareil, les gros feux, donc des méga-feux, avec des conséquences importantes qui se propagent vers des zones habitées, ont fait près de 80 morts. Donc ça, c'est les conséquences directes. Dans certaines régions du monde, comme expliqué Ida précédemment, ces feux, les sécheresses qui en découlent peuvent avoir des conséquences aussi en termes de politique et entraîner des conflits et aggraver ces conséquences. Pour l'humain, la personne qui voit aussi son patrimoine brûler, on va avoir une perte économique, donc pas économie au sens société, mais vraiment propre à chaque individu, et aussi des pertes sentimentales avec la destruction de biens qui peuvent être dans des familles, puis des générations, ou juste un bien acquis. Et une autre conséquence aussi directe, c'est l'exposition répétée des sapeurs-pompiers. Avec l'augmentation du nombre de feux, ils sont soumis de plus en plus à ces contraintes, et notamment la toxicité. Donc on peut avoir des conséquences à plus long terme sur leur santé. D'un point de vue environnemental, l'effet direct aussi auquel on pense, ça va être la destruction immédiate de la forêt. Donc on va avoir un impact direct sur la flore avec la destruction de la forêt, donc tous les hectares qui sont brûlés, mais aussi sur la faune qui y habite. Pour illustrer, les incendies en Australie en 2019, on estime que ça a conduit à la mort de plus d'1 milliard d'animaux. Donc à différentes tailles, mais c'est quand même une conséquence significative. Et on va avoir la mort directe des animaux qui ne peuvent pas fuir, mais aussi, à plus long terme, les animaux qui perdent leur habitat et qui vont aussi pouvoir en mourir. Donc ça va avoir un impact global sur la biodiversité. Un deuxième axe environnemental va être la pollution, que ce soit l'air par les panaches de fumée qui sont émis, avec tous les composés toxiques que ça implique, et la pollution globale, mais aussi les retombées, les conséquences sur l'eau et sur les sols, avec des conséquences sur notamment l'agriculture ou les milieux marins. Cette pollution, elle va aussi avoir une boucle un peu de rétroaction, puisque en brûlant ces forêts, on va libérer beaucoup de CO2 qui est piégé par la végétation, donc on va dégager des gaz à effet de serre qui vont avoir pour conséquence d'aggraver potentiellement l'épisode de sécheresse et entraîner une augmentation du risque incendie. Donc on a vraiment des boucles en plus de rétroaction. Pareil, la pollution va avoir une conséquence chronique à plus long terme sur la population impactée et remonter à des conséquences humaines et de santé publique. Et un troisième point important, c'est aussi les effets sur le terrain, puisque en perdant les forêts, on va dégrader la retenue de terrain qui peut être faite par ces végétaux, et avoir en conséquence de ces incendies une érosion plus importante, et en cas d'épisode de pluie, des coulées de boue, des inondations, des chutes de terrain. Donc on va aussi avoir cet impact plus géologique des feux de forêt. Et le troisième gros impact, mais économique au sens plus large de société, de nouveau, on va avoir des impacts directs et indirects. Impact direct, ça va être la destruction de tout ce qui va être un bâtiment, mais aussi infrastructure, les réseaux, les électriques, assainissement. Donc, tout ce qui est touché par les flammes va être détruit. Les impacts directs aussi, les voies de communication. On a vu l'été dernier des périodes avec des autoroutes et des routes qui étaient bloquées pour protéger, pour empêcher de passer dans des fronts de flammes. Donc, ça va avoir un impact sur ces voies de communication et sur les échanges qui peuvent avoir lieu, que ce soit terrestre mais aussi aérien. On sait que les lignes aériennes peuvent être fortement impactées si on a des nuages importants, et donc les pyrocumulonimbus qu'évoquait Anthony. Impact aussi indirect sur tout ce qui va découler des sinistres. Tout ce qui ne brûle pas aura aussi des conséquences sur l'économie. Les équipements publics qui peuvent être impactés, donc l'approvisionnement, donc les chaînes d'approvisionnement des entreprises qui peuvent être impactées aussi, entraîner des retards et des conséquences économiques. Impact sur le tourisme, que ce soit direct ou indirect aussi, on le verra juste après, et sur la filière bois, et en fait toutes les filières qui peuvent dépendre
de la végétation. Donc c'est assez difficile d'évaluer tous les impacts, mais en fait c'est quelque chose de très large et de très interconnecté. Si on essaye d'estimer et de chiffrer les conséquences, on se rend compte, de par la complexité des phénomènes qui sont mis en jeu, que c'est aussi dur de l'évaluer. Souvent, ça va être les sociétés d'assurance qui peuvent donner des chiffres, ou les États, mais les principales données qui vont être fournies concerneront l'impact direct, puisque c'est ce qui est le plus facile à quantifier. Donc, pour donner des ordres de grandeur, donc, on a beaucoup de données sur les gros feux au Canada et en Californie de ces dernières années. En 2016, on a estimé les impacts directs à 7,5 milliards de dollars américains pour les feux du Canada. En Californie, on a estimé a posteriori que les feux de 2018 ont impliqué des dégâts de l'ordre de 148 milliards de dollars. Et sur cette somme, ils ont réussi à identifier, en gros, les dégâts directs étaient de l'ordre de 27 milliards. Les dégâts en termes de santé, d'investissement public, c'était environ 30 milliards. Et les pertes indirectes, elles, sont estimées à plus de 88 milliards de dollars. Donc on voit que l'impact indirect qui peut intervenir à beaucoup plus long terme a des coûts beaucoup plus importants. Après, quelques autres valeurs, en 2021, on est de l'ordre de 70 à 90 milliards de dollars pour les États-Unis, dont plus de 55 pour la Californie. Et à titre de comparaison, la Commission européenne a estimé il y a quelques jours ou semaines que les dégâts en 2022 se montent à près de 2 milliards d'euros pour l'Europe, mais on est uniquement sur la quantification directe des dégâts. Donc c'est surtout tout ce qui a été détruit et qui a nécessité une reconstruction. Mais les impacts indirects, eux, ne sont pas encore chiffrés et la note pourrait être beaucoup, beaucoup plus élevée. Donc quelques valeurs qui sont aussi fournies par les sociétés d'assurance. On voit surtout l'évolution du coût. Là, donc à gauche, c'est un graphique sur le coût des dommages assurés aux États-Unis, Canada et Australie. Et on voit une nette augmentation, puisqu'on multiplie par 5 les coûts. On atteint presque 20 milliards de dollars sur la période 2010-2016. Et à droite, c'est des graphiques qui montrent un peu la corrélation au cours du temps entre le nombre de l'augmentation de la surface brûlée par an, mais aussi les coûts liés à l'intervention et à des secours, puisque sur chaque sinistre, ça va nécessiter des moyens de plus en plus importants, donc qui aussi vont avoir des coûts importants, puisqu'on les estime à l'ordre de 3 milliards d'euros pour la région nord-américaine, et l'augmentation significative pour les assureurs, donc des coûts des dommages assurés, puisqu'on atteint avant 2020 plus de 20 milliards de dollars. Et ces coûts ne font qu'augmenter avec l'augmentation du nombre de sinistres et la gravité de ces sinistres. Si on prend maintenant de manière un petit peu plus spécifique quelques exemples, l'impact le plus rapide, le plus direct, ça va être vraiment la filière bois, puisque c'est vraiment le médium qui est impacté. En France, cette activité, c'est un chiffre d'affaires d'environ 60 milliards d'euros. Et les incendies de 2022 ont détruit environ 5% de la récolte nationale. Si on se focalise sur la Gironde, qui ont concentré les plus gros feux, ça représente 25% de la récolte nationale. C'est un chiffre d'affaires dans cette région de l'ordre de 10 milliards d'euros. Donc on a les conséquences directes pour ces exploitants de forêt et tout ce qui va en découler, les papeteries, les scieries, la construction, l'ameublement, donc encore une fois avec une facture beaucoup plus lourde à la fin. Si en plus on a la destruction des forêts, il faut envisager la reconstruction et donc le reboisement et l'obligation de reboisement. Là aussi, ça va avoir un coût de l'ordre de 3 000 à 10 000 euros par hectare. Donc quand on voit les surfaces impliquées présentées par Anthony précédemment, on voit tout de suite la note. Et ces nouvelles forêts qui vont être reboisées, eh ben, on ne pourra pas les exploiter avant 20 ou 30 ans, puisqu'il faudra attendre que le bois atteigne sa maturité. Donc on voit là l'échelle en temps des conséquences d'un incendie majeur sur l'économie. Et une donnée qui est très intéressante, c'est lié à l'assurance de ces forêts. En France, seuls 9% des forêts sont assurées, et sachant que la majorité des forêts françaises sont des forêts privées. Donc elles sont assurées, seuls 9% de ces forêts sont assurées, que ce soit en termes de dégâts causés aux tiers, donc par des chutes d'arbres, mais aussi par les feux de forêt, mais aussi en cas de reboisement.
Donc, on peut imaginer les implications que ça va avoir, ce faible taux d'assurance. Dans les Landes, étant donné que l'activité de la sylviculture est très importante, on monte à 25%, mais ça reste qu'un seul quart de ces forêts qui sont assurées. Et on est sur une région qui est habituée entre guillemets aux feux de forêt, mais on peut voir d'autres régions en France un peu plus au nord, comme le centre Val-de-Loire, où on a une part importante de l'activité qui vient de la filière bois, avec près d'1 million d'hectares et plus de 4000 entreprises, qui sont principalement des PME et des PMI rurales, donc relativement vulnérables en cas de perte d'activité. Et le chiffre d'affaires est quand même de l'ordre de 3 milliards d'euros pour ces régions. Donc ces régions doivent commencer à s'adapter et commencent à mettre en place des systèmes de protection et une organisation, mais ça va nécessiter une grosse adaptation dans les années à venir. Autre impact très important, les sites industriels. On a à droite une carte qui présente le nombre d'installations Céveso qui sont considérées comme exposées au risque d'incendie de forêt plus de 10 jours par an. On a la carte du haut, c'est à l'état actuel dans les années 2000, et la carte du bas, c'est une projection en 2050. On voit une augmentation de ce nombre de sites et surtout, comme précédemment montré par Anthony, une remontée vers le nord du risque avec des installations qui initialement, jusqu'à présent, n'étaient pas fortement impactées par les feux de forêt, qui vont l'être. Et on peut imaginer deux cas de figure. La vulnérabilité d'un site qui est placé à proximité de forêt, avec un feu de forêt qui se propagerait vers cette installation, mais également, puisqu'on est sur des installations industrielles à risque, le cas d'un départ de feu qui se produirait dans une activité et qui pourrait se propager en aggravation à une forêt et avoir une conséquence beaucoup plus importante sur le sinistre, puisqu'on sortirait du site de l'entreprise. Les sites Céveso sont avec un risque relativement maîtrisé, mais on pense aussi à toutes les autres ICPE qui voient l'augmentation des départs de feu, des sinistres augmenter, notamment, par exemple, les sites de traitement de déchets. Donc il faut vraiment se poser, c'est la question de la vulnérabilité dans un sens comme dans l'autre, donc soit de l'extérieur vers l'intérieur, soit de l'intérieur vers l'extérieur de ces installations par rapport au risque de feu de forêt. Quelques autres exemples rapides, mais c'était ce qui était présenté précédemment sur les conséquences. Le tourisme, avec conséquences directes la destruction des sites touristiques, mais aussi l'évacuation des personnes et à plus long terme, les annulations, baisse de fréquentation, qui représentent quand même un capital, un chiffre d'affaires important pour certaines régions. Et vu qu'on est sur des activités saisonnières, eh ben, ça peut mettre en péril certaines activités. Conséquences sur l'agriculture et l'élevage, pareil, en conséquence directe, on aura les destructions Ces feux n'auront pas forcément des ampleurs beaucoup plus importantes à l'échelle nationale, mais pour une activité, pour un exploitant, la perte d'un champ ou la perte d'un élevage auront des conséquences très, très importantes. Et également la perte de tous les équipements, donc des moissonneuses, des tracteurs, qui auront lieu, et donc les conséquences à plus long terme sur la continuité de l'activité. En plus de ce qui était présenté tout à l'heure, les conséquences en termes de pollution, après un sinistre, après un gros feu de forêt ou de végétation, comment ça va se passer pour la toxicité des sols et de l'eau. Le BARPI a fait un rétex, une fiche rétex au mois de juin, et on voit quelques exemples, mais ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on peut avoir les deux cas de figure. Si on prend la fiche de l'incendie à Fos-sur-Mer, là c'est un feu de forêt qui se déclare à l'extérieur, qui se propage vers un site industriel, qui va détruire ce site et brûler des stocks de bois importants, et avoir des conséquences sur la population avec des confinements et des évacuations. Et face à ces feux, les pompiers n'ont pas d'autre moyen que de laisser brûler la matière, puisque les feux sont d'une ampleur telle qu'on ne peut pas les éteindre. Donc une perte d'activité importante pour le site. Et les deux exemples qui sont en dessous, c'est plutôt l'inverse. Cette fois-ci, c'est un feu qui se déclare dans une activité et qui va ensuite, de par la puissance, se propager à la végétation voisine et avoir une aggravation importante du sinistre, puisque on passe du feu sur l'installation, un feu qui peut se propager et impacter d'autres activités, et voire même des habitations.
Et on note notamment le feu au mois du 1er août 2022 qui se passe dans le Bas-Rhin. Donc on est, encore une fois, assez haut en France et on a ce type de préoccupation qui émerge. Donc c'est voilà pour un bref aperçu des impacts directs et indirects, et je repasse la parole à Ida pour la prévention. Merci Nicolas. Alors, effectivement, on arrive un peu sur la fin du webinaire. On voulait juste faire un dernier point sur la notion de prévention et protection, puisque le système prévention-protection est systématique à chaque fois qu'on va avoir un risque. Donc, pour le risque feu de forêt, il existe également. Sur ce système prévention-protection, on va avoir la notion d'événements redoutés. Alors là, pour les feux de forêt, on peut avoir 2 événements redoutés. On peut avoir l'événement redouté du départ de feu, de manière générale, qu'il soit petit ou qu'il soit gros. Et on peut avoir la notion d'événement redouté de l'incendie majeur, qui va détruire une très grande partie de surface. Donc, on va s'intéresser, nous, peut-être à la prévention du départ de feu de manière générale, donc quelle que soit sa taille. Et bien sûr, que ce soit sur la prévention ou la protection, on peut avoir des éléments qui sont très spécifiques en fonction de l'environnement, des équipements qu'on va avoir, des installations qui vont être présentes sur place. Mais on va avoir des éléments de prévention et de protection qui sont assez généralistes. Je vais vous présenter des éléments de prévention qui sont généralistes, qui sont généralisés sur l'ensemble du territoire. Alors qui va se découper principalement en 3 grandes parties. Alors, en bleu, vous avez l'indice feu météo qu'on a pu voir en début de webinaire sur l'étude au quotidien d'un certain nombre de mesures, donc température, pluviométrie, etc., pour savoir identifier quelles vont être les journées les plus à risque en fonction du vent et de la météo, donc dans quelle journée on va avoir les risques de départ de feu les plus importants. Donc peut-être adapter au maximum l'activité et les comportements sur ces journées-là qui sont particulièrement risqués. Et justement, en parlant de comportement, il y a notion de comportement à risque, donc ce qui veut dire des actions qui peuvent être susceptibles de déclencher des départs de feu plus facilement. Donc si je donne quelques exemples de ces comportements, ça va être typiquement de fumer dans une zone qui est très asséchée ou de faire des barbecues dans une zone qui est très asséchée dans le milieu naturel, ou d'avoir toute autre activité qui peut générer une source de chaleur, que ce soit sur l'utilisation de véhicules à moteur ou que ce soit sur des outils qui vont générer une source de chaleur importante. Et pour réguler quelque part ces comportements à risque, on va avoir 3 axes. Donc l'axe le plus intéressant, le plus important va être l'axe de la sensibilisation, donc d'apporter un maximum d'informations au grand public, mais également à l'ensemble des professionnels pour que ce risque-là soit le plus compris et le plus pris en compte possible. Si on veut augmenter la connaissance, on arrive sur un axe de formation, donc là qui s'adresse principalement aux professionnels, aux gestionnaires des forêts, de la biodiversité, mais également aux industriels et aux assureurs sur comment gérer au mieux ce risque-là. Et malheureusement, il existe quand même un axe qui est purement régulation réglementaire. On peut avoir comme exemple peut-être des amendes en cas de barbecue ou de feux de camp qui peuvent être faits à des périodes et dans des localisations qui peuvent être particulièrement à risque. Mais on pense également aux régulations dues à des arrêtés ministériels ou même à l'échelle plus petite, des arrêtés municipaux sur une interdiction de laver des véhicules, sur l'interdiction de mettre en place peut-être des piscines personnelles dans tous les jardins ou d'arroser des golfs, par exemple, pour garder un maximum d'eau. Donc cette notion de garder un maximum d'eau, ça va être plutôt sur la partie sécheresse, où on va avoir des actions sur cette problématique de sécheresse qui peuvent se faire à court terme ou à long terme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à court terme? Ça veut dire d'essayer un maximum d'économiser ou de réguler l'utilisation de l'eau, qui peut se faire à toutes les échelles, qui peut se faire à l'échelle du particulier comme privilégier par exemple, alors ça c'est des petites notes qui peuvent être données par le ministère de la Transition écologique, mais des exemples comme privilégier des douches au bain ou privilégier de lancer des machines de lavage à plein plutôt qu'à moitié pleine. Ça peut être également d'installer des équipements sanitaires qui vont être plus économes en eau,
ou ça peut être par exemple de réutiliser l'eau de pluie. Et si on regarde des échelles qui sont un petit peu plus productives, comme l'agriculture ou l'industrie, bah, ça peut être d'avoir des utilisations ou des modes opératoires qui vont un petit peu réfléchir cette utilisation de l'eau. Alors si je donne un exemple, ça peut être de recycler les eaux de nettoyage ou d'utiliser de l'arrosage qui va être plus économe en eau sur l'agriculture. Si on parle de la prévention à plus long terme pour la sécheresse, faut savoir qu'en France, il y a une surveillance de la ressource en eau qui est constante, hein. Alors sur le niveau des eaux souterraines et par exemple sur le débit des cours d'eau pour avoir un petit peu une idée de la quantité d'eau qui est disponible sur le territoire. Et ça va se faire grâce à plusieurs acteurs, notamment le ministère de la Transition écologique, Météo France, le Bureau des recherches géologiques et minières, l'Office français de la biodiversité et les voies navigables de France. Suite à ça, donc suite à l'étude de la quantité d'eau disponible en France, bon, il y a un gros budget qui va être débloqué pour réorganiser un petit peu la gestion de l'eau sur les équipements et sur les professionnels. Mais un plan d'action a également été déclenché par le gouvernement en 3 actions pour la gestion de l'eau, qui se fait sur la première action sur organiser la sobriété des usages pour tous les acteurs. Donc, par exemple, compter les ressources et planifier son usage sur l'économiser. Un deuxième grand volet, ça va être optimiser la disponibilité de la ressource. Donc, réduire les pertes peut-être, valoriser les eaux qui sont non conventionnelles, améliorer et développer le stockage des eaux sur le sol ou sur d'autres choses. Et bien sûr, préserver la qualité de l'eau. Alors, il existe un certain nombre d'autres mesures de prévention qu'on n'a pas forcément citées, mais qui peuvent se faire notamment au niveau de la qualité des végétaux, qui peuvent s'adapter à des sols ou à des climats qui vont être de plus en plus chauds et de plus en plus secs. Voilà un petit peu pour donner un aperçu des mesures de prévention qui sont un peu généralistes, sans rentrer dans des détails qui peuvent être plutôt adaptés à chaque spécificité. Je vais laisser la place à Anthony pour nous parler un petit peu de la protection. Merci. Donc sur la partie protection, l'un des premiers outils qui existent et qu'on a en tête, en fait, c'est les obligations légales de débroussaillement qui sont prises à l'échelle communale et éventuellement par le préfet, qui vont obliger finalement tout propriétaire finalement de diminuer la charge de végétation en fait autour de son habitation ou de son bâtiment pour pouvoir, on va dire, limiter l'impact justement de l'interface forêt-habitat au cas d'un sinistre lié au feu de végétation. De manière beaucoup plus globale, on peut aussi voir développer maintenant en France des PPRIF, donc les plans de prévention contre le risque d'incendie de forêt, qui englobent en fait ces obligations légales de débroussaillement, mais qui vont adjoindre aussi toute une liste de contraintes qui vont être maintenant adjointes au PLU, qui va faire que le développement de zones géographiques identifiées comme étant un risque va être contrainte à certaines obligations qui sont définies par le PPRIF. Voilà. Ensuite, d'un point de vue lutte ou de détection, on va avoir maintenant des moyens qui seront alloués aux massifs forestiers qui sont dont la perte est assez préjudiciable. Donc, ça peut être des pistes de défense contre les feux de végétation, des tours de guet, des moyens hydrants qui vont être mis à différents endroits un petit peu stratégiques où la ressource en eau est un petit peu limitée. Donc, ça va permettre finalement de renforcer les capacités opérationnelles à essayer d'éteindre ou du moins limiter la propagation de ces incendies-là. Ensuite, en France, on a vu après les incendies de 2022, donc il y a de plus en plus de moyens qui sont alloués aux outils de lutte, que ce soit des engins au sol ou au niveau des aéronefs qui vont permettre de créer des lignes d'eau, des lignes de barrières d'eau. Et ensuite, c'est aussi des changements au niveau tactique, comme on l'a vu au cours de cette présentation-là, autour des années 90, où en fait, il y avait une attaque systématique maintenant des feux naissants. Donc bien sûr, ça mobilise énormément la sécurité civile pendant les périodes finalement de forte intensité, mais très certainement, ça limite l'impact de la surface des feux qui sont impactés et aussi finalement de la partie interface forêt-habitat, où là finalement, chaque maison en fait est défendue pied à pied. Et ensuite, ce qu'on peut voir aussi lors de ces dernières années, c'est une organisation des moyens de lutte
qui se fait à l'échelle d'abord nationale, c'est-à-dire qu'on peut maintenant facilement voir des colonnes de renforts qui vont aider un département par rapport à un autre. Et comme ça a été le cas finalement pour le feu de Landiras, où la France est capable de mobiliser, de faire un appel pour des renforts, et de voir finalement ces renforts-là venir à l'échelle européenne, voire même d'un point de vue international, puisque finalement des collègues français de la sécurité civile sont allés prêter main forte en fait aux Canadiens lors de l'épisode de feu qu'ils connaissent actuellement. Donc on voit bien qu'au niveau de l'organisation, il y a des moyens qui sont mis en place, mais ces choses-là sont utilisables et mobilisables simplement en cas de sinistre. Ensuite, pour la petite partie bibliographique, donc on vous remet ici en fait les bases de données qui sont disponibles à l'heure actuelle. Et comme il vous a été présenté au cours de cette présentation-là, c'est que les deux dernières en fait sont vraiment celles qui sont actives et sont enrichies de manière un petit peu, alors je dis pas quotidienne, mais pour la base de données européenne, si c'est quasiment quotidien. Pour ce qui est français, c'est quasiment une fois par an, une fois que l'année est passée, et ça vous permet de vous renseigner sur la dangerosité ou le risque lié au feu de végétation que vous pouvez avoir au sein de votre département. Pour le mot de la fin, je pense qu'on va le laisser à Alexandra. Écoutez, on a reçu pas mal de questions, c'est vrai, pendant le webinaire, mais je pense qu'on a répondu à la plupart d'entre elles justement sur la troisième partie de cette présentation. Je vais quand même poser celle-ci. Donc, j'ai une question. Au-delà des techniques traditionnelles, quelles sont les perspectives d'amélioration de la détection précoce des feux de forêt? Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, il y a des nouvelles techniques qui sont en train d'être expérimentées pour pouvoir améliorer, du coup, la détection précoce des feux? Est-ce que vous avez entendu parler de quelque chose par rapport à ça? Au-delà de juste les tours de guet classiques, il y a des projets avec la mise en place de drones ou d'aéronefs qui peuvent capter des images et essayer de faire de la détection précoce de ces points chauds, de ces départs de feu, mais il y a les problématiques qui sont liées à la couverture nuageuse et la couverture de végétation qui peuvent empêcher une détection trop précoce dans certains cas. Donc il y a des travaux, que ce soit en termes de points chauds, mais aussi avec des algorithmes de traitement d'image qui peuvent détecter des panaches de fumée sur de la vidéo, essayer de l'identifier. Il y a aussi des initiatives un petit peu plus participatives ou des applications qui peuvent permettre aux gens de signaler, de remonter des départs de feu, et quand on a une concentration de signalement dans une zone, déclencher des alarmes, des alertes. Je ne sais pas si Anthony. Oui, effectivement, en fait, le mot précoce, je pense qu'on ne peut pas le mettre dans la question parce que, comme il a été présenté, en général, un départ de feu, ça a toujours lieu dans la petite surface d'herbe ou de litière, d'aiguilles de pin, par exemple. Et ce petit feu-là, il n'est pas détectable. C'est quasiment impossible parce que avant qu'on en puisse voir des effets à grande échelle, il faut qu'ils prennent déjà des proportions assez importantes. Ça sera peut-être rapide, mais il faut quand même qu'il se développe de manière assez importante pour qu'on puisse pouvoir le détecter. Donc le côté précoce, malheureusement, c'est ce qui fait toute la difficulté de ces incendies-là, c'est qu'on n'a pas une détection un peu systématique comme on peut avoir dans un bâtiment, avec un réseau sprinkler, avec des détecteurs de fumée par exemple. Là, malheureusement, il faut avoir des grands signaux assez importants pour pouvoir finalement déclencher des moyens de secours pour pouvoir aller lutter contre. C'est très clair, merci beaucoup. Alors, j'ai une personne également qui pose deux questions qui sont assez intéressantes. Pour les sites industriels, quelles sont les obligations relatives au débroussaillement et existe-t-il des collaborations avec les SDIS pour assurer la surveillance des forêts à proximité des sites? Les obligations, c'est de manière classique, les obligations légales de débroussaillement qui sont prises par les communes ou par le préfet, pardon. Et, donc du coup, comme tout privé, en fait, une entreprise doit s'y référer. Et après, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que si jamais en fait la commune est assujettie à un PPRIF, donc un plan de prévention contre le risque des feux de forêt,
Là, on peut être beaucoup plus restrictif et avoir des contraintes supplémentaires. Donc, par exemple, quand vous avez votre site qui est dans une zone PPRIF, les services de secours sont en droit de vous demander ou presque de vous imposer des moyens de défense ou de démontrer que les systèmes que vous avez mis en place sont effectifs. C'est vraiment une contrainte d'avoir un site, par exemple, dans ce genre de zone géographique-là. Très bien. Alors, j'ai une question, c'est peut-être plus pour Nicolas. Existe-t-il des outils numériques permettant de modéliser des feux de forêt et d'évaluer leurs effets? Oui. Oui, alors il y a la modélisation des feux de manière générale, c'est quelque chose qui se fait depuis de nombreuses années. Il y a des outils qui sont très performants, mais qui sont très orientés sur des feux de compartiment, sur des feux de bâtiment. Ça, c'est assez bien maîtrisé. La problématique des feux de forêt, c'est que ça implique en plus de la physique de base, classique et qu'on retrouve dans tous les feux, ça implique des paramètres extérieurs qui sont très importants. C'est des domaines de calcul qui sont beaucoup plus grands aussi. Donc, c'est une complexité supplémentaire. Donc, on a des outils qui permettent d'avoir des estimations, qui permettent de simuler un départ de feu en fonction de la végétation, de l'humidité, de la topologie, d'estimer ou d'essayer d'évaluer le risque de propagation et les conséquences. Mais ça demande énormément de paramètres, c'est très lourd et c'est aussi des temps de calcul qui sont très très importants et qui ne vont pas forcément être compatibles avec l'échelle qu'on veut regarder. Donc, on peut faire des choses à très petite échelle et à grande échelle, on est déjà beaucoup plus limité. Après, on a aussi des méthodes un peu différentes. Anthony parlait des obligations pour les PPRIF de vérifier si les mesures qui sont mises en place sont suffisantes et sont adaptées au risque. On peut faire des approches un peu plus enveloppe où on va estimer en fonction de la hauteur de la végétation et du type quel va être le flux reçu par un bâtiment et un peu à la manière des études de danger ou de flux thermique en ICPE, on va estimer le risque de propagation du feu depuis une forêt vers un bâti. Et il y a aussi des codes qui sont un peu lancés, mais ça Anthony va peut-être plus en parler, mais avec différents modèles pour essayer d'être un peu plus rapide, pour avoir une estimation de la propagation du feu un peu plus rapide et surtout aider les opérationnels, mais ça c'est aussi beaucoup de travaux de recherche. Anthony veut compléter du coup la réponse. Oui, en fait, tout ce qui est développé entre guillemets en recherche, c'est beaucoup plus pour savoir où va être le feu dans les heures qui vont venir, histoire de venir en appui en fait à la sécurité civile pour gérer au mieux en fait leurs moyens de lutte. Mais en aucun cas ces outils relativement rapides, et je rappelle qu'ils ne sont pas non plus en libre service, c'est ce qui fait que un peu leur difficulté, on va dire, en termes de communication et de diffusion. Fait que des fois, ils sont aussi utilisés en termes de formation, c'est-à-dire pour jouer des scénarios un petit peu fictifs. Mais en aucun cas, en fait, ce sont des outils qui vous permettent de définir le danger, le risque sur vos installations. Et donc, c'est pour ça qu'en général, ce sont des études un peu particulières et chaque bâtiment peut faire l'objet un peu de manière singulière d'une étude vraiment spécifique parce que le risque peut être différent et que entre guillemets, le bâtiment lui-même et les éléments qu'il comporte, en fait, vont faire que l'étude va être vraiment très spécifique. Très bien. Moi, il me reste en fait à vous remercier pour cette sensibilisation très complète. Voilà, on a pas mal de remerciements, donc je pense que ça a bien intéressé et que c'était nécessaire. Donc, je vous remercie. On espère vous revoir bientôt pour une autre sensibilisation sur peut-être un autre sujet. Merci beaucoup, Ida. Merci, Nicolas. Merci. Merci, Anthony, également, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à tous et à bientôt sur un prochain webinaire. Bonne journée.